Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 29. Si je n'avais pas eu hâte d'arriver à Paris, je serais restée longtemps, très longtemps avec Lise. Nous avions tant de choses à nous dire, et nous pouvions nous en dire si peu avec le langage que nous employions. Lise avait à me raconter son installation à Dreuzy, comment elle avait été prise en grande amitié par son oncle et sa tante, comment il la traitait comme leur vraie fille, comment elle vivait dans leur maison, quelles étaient ses occupations, ses jeux et ses plaisirs. Et moi, de mon côté, j'avais à lui demander si elle avait des nouvelles de son père et à lui dire tout ce qui m'était arrivé depuis notre séparation. Bien entendu, ce fut ma famille qui tint la grande place dans mon récit, et je répétais à Lise ce que j'avais déjà dit à Mathia, insistant surtout sur mes espérances de fortune, qui, se réalisant, nous permettraient à tous d'être heureux, son père, ses frères, elle et surtout elle. Lise, qui n'avait point acquis la précoce expérience de Mathia, était toute disposée à admettre que ceux qui étaient riches n'avaient qu'à être heureux en ce monde. Que ce fût moi qui fusse riche, que ce fût elle, peu importait, c'était la même chose quant au résultat. Ce n'était pas seulement à nous entretenir que nous passions notre temps. C'était encore à nous promener tous les trois, Lise, Mathia et moi, ou plus justement tous les cinq, car Monsieur Capi et Mademoiselle la Poupée étaient de toutes nos promenades. Le soir, nous nous asseyions devant la cheminée et je jouais de la harpe. Au moment de nous séparer pour aller nous coucher, Lise me demandait ma chanson napolitaine et je la lui chantais. Cependant, malgré tout, il fallut quitter Lise et ce pays pour se remettre en route. Mais pour moi, ce fut sans trop de chagrin. J'avais si souvent caressé mes rêves que j'en étais arrivée à croire que j'étais déjà riche. Mon dernier mot à Lise, mot non parlé bien entendu mais exprimé, fera comprendre combien sincère j'étais dans mon illusion. « Je viendrai te chercher dans une voiture à 4 chevaux, lui dis-je. Cependant, avant de faire en voiture la route de Paris à Dreuzy, il fallut faire à pied celle de Dreuzy à Paris, et sans Mathia, je n'aurais eu d'autre souci que d'allonger les étapes, me contentant de gagner le strict nécessaire pour notre vie de chaque jour. Gagnons ce que nous pouvons gagner, disait-il, en m'obligeant à prendre ma harpe. Qui sait si nous trouverons Barberin tout de suite? C'était là un conseil plein de sagesse. J'avoue cependant que je ne chantais plus que comme lorsqu'il s'agissait de gagner des sous pour la vache de la mère Barberin ou pour la poupée de Lise. Comme tu seras paresseux quand tu seras riche, disait Mathia. Avant d'arriver à Villejuif, nous entrâmes dans la ferme où nous avions donné le premier concert de notre association. Le marié et la mariée nous reconnurent et ils voulurent que nous les fissions danser encore. Ce fut de là que nous partîmes le lendemain matin. Pour faire notre rentrée dans Paris, il y avait juste 6 mois et 14 jours que nous en étions sortis. Pour la journée du retour, mais la journée du retour ne ressemblait guère à celle du départ. Le temps était gris et froid, plus de soleil au ciel, plus de fleurs, plus de verdure sur les bas-côtés de la route, mais qu'importait la tristesse du temps. Nous avions en nous une joie intérieure qui n'avait pas besoin d'excitation étrangère. Quand je dis « nous », cela n'est pas exact, c'était en moi qu'il y avait de la joie, et en moi seul. Pour Mathia, il était de plus en plus mélancolique, et souvent il marchait durant des heures entières sans m'adresser la parole. Ce fut seulement quand nous nous arrêtâmes pour déjeuner, avant d'arriver aux fortifications, que en mangeant son pain, mais assis sur une pierre, il me dit ce qui le préoccupait si fort. « Sais-tu à qui je pense au moment d'entrer à Paris ? À Garofoli. Il peut être en liberté. Maintenant est revenu dans son logement de la rue de l'Oursine. C'est rue Mouffetard que nous
devons chercher Barberin, c'est-à-dire dans le quartier même de Garofoli. Que se passera-t-il si par hasard il nous rencontre? Il est mon maître, il est mon oncle, il peut donc me reprendre avec lui sans qu'il me soit possible de lui échapper. L'esprit emporté par mon espérance, je n'avais pas pensé à Garofoli, mais tout ce que Mathia venait de me dire était possible. « Que veux-tu » lui demandai-je. « Ne pas entrer dans Paris ?» Je crois que si je n'allais pas dans la rue Mouffetard, ce serait assez pour échapper à la mauvaise chance de rencontrer Garofoli. « Eh bien, ne viens pas rue Mouffetard, j'irai seule, et nous nous retrouverons quelque part ce soir à 7 heures. » L'endroit convenu entre Mathia et moi pour nous retrouver fut le bout du pont de l'Archevêché, du côté du chevet de Notre-Dame, et les choses ainsi arrangées, nous nous remîmes en route pour entrer dans Paris. Arrivés à la place d'Italie, nous nous séparâmes émus tous deux comme si nous ne devions plus nous revoir. Je me dirigeai vers la rue Mouffetard, qui n'était qu'à une courte distance. C'était la première fois depuis 6 mois, que je me trouvais seule, sans Mathia, sans Capi près de moi, et dans ce grand Paris, cela me produisait une pénible sensation. J'avais écrit sur un papier les noms et les adresses des logeurs chez lesquels je devais trouver Barberin, Pajot, Barabeau et Chopinet. Ce fut Pajot que je rencontrai le premier sur mon chemin. J'entrai bravement, mais ce fut d'une voix tremblante que je demandai Barberin. « Qu'est-ce que c'est que Barberin? Nous n'avons pas ça, je connais pas. » Je remerciai, j'allai un peu plus loin, chez Barabeau, où je posai de nouveau ma question. « Ah oui, Barberin, nous avons eu ça dans les temps, même qu'il nous doit 1 semaine. Où est-il ce coquin-là » C'était justement ce que je demandais. Je sortais désappointé. Et jusqu'à un certain point inquiet, je n'avais que Chopinet. Chopinet était restaurateur, et lorsque j'entrai dans la salle, plusieurs personnes étaient attablées. J'adressai mes questions à Chopinet lui-même, qui, une cuillère à la main, était en train de tremper des soupes assez pratiques. « Barberin, me répondit-il, il n'est plus ici. »« Où est-il » demandai-je en tremblant. « Ah, je ne sais pas, il n'a pas laissé son adresse. » Mais ma figure trahit sans doute ma déception, car l'un des hommes qui mangeait à une table m'interpella. « Barberin, me dit-il, doit loger maintenant à l'hôtel du Cantal, passage d'Austerlitz. Il y était il y a 3 semaines. » L'espoir me revint. Je remerciai et sortis, mais avant d'aller au passage d'Austerlitz, je voulus savoir des nouvelles de Garofoli pour les porter à Mathia. J'étais précisément tout près de la rue de l'Oursine. Je n'eus que quelques pas à faire pour trouver la maison où j'étais venu avec Vitalis, comme le jour où nous nous y étions présentés pour la première fois. Le même vieux bonhomme accroché des chiffons contre la muraille verdâtre de la cour, c'était à croire qu'il n'avait fait que cela depuis que je l'avais vu. « Est-ce que M. Garofoli est revenu ?» demandai-je. Le vieux bonhomme me regarda, se mit à tousser. « Est-ce que vous savez quand il doit revenir ?» dis-je, lorsque la toux fut apaisée. « 3 mois. » Garofoli est en prison pour 3 mois encore. Mathia pouvait respirer, car avant 3 mois, mes parents auraient bien trouvé le moyen de mettre le terrible padrone dans l'impossibilité de rien entreprendre contre son neveu. Sans plus tarder, je me dirigeai vers le passage d'Austerlitz, plein d'espérance et de joie, et par suite de ces sentiments sans doute tout disposé à l'indulgence pour Barberin. En traversant le jardin des plantes, je ne tardai pas à arriver devant l'hôtel du Cantal, qui était en réalité un misérable garni. Il était tenu par une vieille femme à moitié sourde. Lorsque je lui eus adressé ma question, elle mit sa main encornée derrière son oreille et me pria de répéter ce que je venais de lui demander. « Je voudrais voir Barberin.
Il loge chez vous, n'est-ce pas? Elle leva ses yeux, ses deux grands bras en l'air, par un mouvement si brusque que son chat, endormi sur elle, sauta à terre épouvanté. « Hélas, hélas, dit-elle. Puis, me regardant avec un tremblement de tête plus fort, « Seriez-vous le garçon ?» demanda-t-elle. « Quel garçon ?»« Celui qu'il cherchait. »« Qu'il cherchait ?» En entendant ces mots, j'eus le cœur serré. « Barberin !» m'écriai-je. « Défunt. C'est défunt Barberin qu'il faut dire. Il est mort il y a 8 jours à l'hôpital Saint-Antoine. » Je restais anéanti. Mort Barberin, et ma famille, comment la trouver maintenant, où la chercher? Alors, vous êtes le garçon, de continuer la vieille femme, celui qu'il cherchait pour le rendre à sa riche famille? Je me cramponnais à cette parole. Vous savez, dis-je, je ne sais pas autre chose que ce que je viens de vous dire. Barberin ne vous a donc jamais parlé de ma famille? Plus de 20 fois, plus de 100 fois, une famille riche. Où demeure cette famille? Comment se nomme-t-elle? Ah, voilà. Barberin ne m'a jamais parlé de ça. Il voulait que la récompense fût pour lui tout seul, comme de juste. C'était un malin. Et vous ne connaissez personne à qui Barberin n'aurait dit plus qu'à vous? Pas si bête, Barberin, de se confier à personne. Et vous n'avez jamais vu quelqu'un de ma famille venir le trouver? Jamais. Des amis à lui, à qui il aurait parlé de ma famille. Il n'avait pas d'amis. Je me pris la tête à 2 mains, mais j'étais incapable de suivre mes idées. Quand il a été mort, dit la vieille femme, nous avons cherché ce qu'il avait laissé là et ce qu'il avait laissé ici. Ah, ce n'était pas par curiosité, bien sûr, mais seulement pour avertir sa femme, car nous n'avons rien trouvé, à l'hôpital non plus. On n'a trouvé dans ses vêtements aucun papier. Mère Barberin est donc avertie? Pardi. Je restai assez longtemps sans trouver une parole. Que dire? Que demander? Ces gens m'avaient dit ce qu'ils savaient. Ils ne savaient rien. Et bien évidemment, ils avaient tout fait pour apprendre ce que Barberin avait tenu à leur cacher. Je remerciai et je me dirigeai vers la porte. « Et où allez-vous comme ça ?» me demanda la vieille femme. « Si vous n'avez pas un hôtel, vous pouvez loger ici, vous y serez bien. Je peux m'en vanter. Faites attention que si votre famille vous cherche, fatiguée de ne pas avoir des nouvelles de Barberin, c'est ici qu'elle s'adressera et non ailleurs. Alors vous serez là pour la recevoir. C'est un avantage, ça. » L'hôtel du Cantal était une des plus sales et des plus misérables maisons qu'il fut possible de voir, mais la proposition de la vieille femme était à considérer. D'ailleurs, ce n'était pas le moment de me montrer difficile, et je n'avais pas ma famille, ma riche famille, pour aller loger avec elle dans les beaux hôtels du boulevard. Ah, comme Mathia avait eu raison de vouloir gagner de l'argent dans notre voyage de Dresy à Paris. « Combien nous louerez-vous une chambre pour mon ami et moi ?» demandai-je. 10 sous par jour. Est-ce trop cher? Eh bien, nous reviendrons ce soir, mon ami et moi. Rentrez de bonne heure. Paris est mauvais la nuit. Avant de rentrer, il fallait rejoindre Mathia, et j'avais encore plusieurs heures devant moi, avant le moment fixé pour notre rendez-vous. Ne sachant que faire, je m'en allai tristement au jardin des plantes. La nuit vint, on alluma des becs de gaz. Alors je me dirigeai vers l'église de Notre-Dame, dont les 2 tours se détachaient en noir sur le couchant empourpré. Au chevet de l'église, je trouvai un banc, et là, je repris mes tristes réflexions. Jamais je ne m'étais senti si accablé, si lasse. Je n'avais qu'une distraction, c'était de compter les heures qui sonnaient tout autour de moi. Alors je calculai combien de temps attendre encore avant de pouvoir reprendre force et courage dans l'amitié de Mathia. Un peu avant 7 heures, j'entendis un aboiement joyeux avant que j'eusse pu réfléchir, car Capi avait sauté sur mes genoux. Il me léchait les mains à grands coups de langue, je le serrai dans mes bras, je l'embrassai sur le nez.
Mathia ne tarda pas à paraître. « Eh bien, cria-t-il de loin, Barberin est mort. » Il se mit à courir pour arriver plus vite près de moi. En quelques paroles pressées, je lui racontai ce que j'avais fait et ce que j'avais appris. Par de bonnes paroles affectueuses, il tâcha de me consoler et surtout de me convaincre qu'il ne fallait pas désespérer. Évidemment, il ne s'agissait que d'un retard. Comme j'avais été enfant, de me désoler et de me désespérer. Alors, me sentant un peu plus calme, je racontai à Mathia ce que j'avais appris sur Garofoli. « Encore 3 mois !» s'écria-t-il. Et il se mit à danser un pas au milieu de la rue en chantant. Puis tout à coup, s'arrêtant, venant à moi, « Voilà que tu te désolais parce que tu avais perdu ta famille, et moi, voilà que je chante parce que la mienne est perdue. » Un oncle, ce n'est pas la famille, c'est-à-dire un oncle comme Garofoli. Si tu avais perdu ta sœur Christina, danserais-tu? Oh, ne dis pas cela, tu vois bien. Bah, par les quais, nous gagnâmes le passage d'Austerlitz, et je pus voir combien est belle la Seine, le soir lorsqu'elle est éclairée par la pleine lune. Mais quand nous nous trouvâmes avec une petite chandelle fumeuse dans un cabinet sous les toits, je ne pus m'empêcher de penser que ce n'était pas dans une chambre de ce genre que j'avais espéré coucher, et les draps en coton jaunâtre, combien peu ils ressemblaient au beau longe dont mère Barberin m'avait tant parlé. La miche de pain graissée de fromage d'Italie que nous eûmes pour souper ne ressembla pas non plus au beau festin que je m'étais imaginé pouvoir offrir à Mathia. Mais enfin, tout n'était pas perdu, il n'y avait qu'à attendre, et ce fut avec cette pensée que je m'endormis. Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 30. Recherche. Le lendemain matin, je commençai ma journée par écrire à mère Barberin pour lui faire part de ce que j'avais appris, et ce ne fut pas pour moi un petit travail. Tant bien que mal, et avec des assurances d'affection sans cesse répétées, j'arrivai au bout de mon papier. Bien entendu, je lui parlai de ma déception et de mes espérances présentes. Au cas où ma famille lui écrirait pour avoir des nouvelles de Barberin, je la priai de m'avertir aussitôt à Paris à l'hôtel du Cantal. Ce devoir accompli, j'en avais un autre à remplir lorsque, à Drezy, j'avais dit à Lise que ma première sortie à Paris serait pour aller voir son père en prison. Je lui avais expliqué que si mes parents étaient riches, comme je l'espérais, je leur demanderais de payer ce que le père devait. Cela entrait dans le programme des joies que je m'étais tracées. Quelle déception d'aller à la prison les mains vides et de revoir le père sans lui payer ma dette de reconnaissance. Heureusement, j'avais de bonnes paroles à lui apporter, ainsi que les baisers de Lise et d'Alexis. On me fit entrer dans un parloir, et bientôt le père arriva. De la porte, il me tendit les bras. « Ah, le bon garçon, dit-il en m'embrassant, le brave Rémi. » Tout de suite, je lui parlai de Lise et d'Alexis. Puis, comme je voulais lui expliquer pourquoi je n'avais pas pu aller chez Étiennette, il m'interrompit. « Et tes parents, dit-il, vous savez donc ?» Alors il m'expliqua comment Barberin s'était adressé à lui pour savoir ce que j'étais devenue. « Que vous a-t-il dit de ma famille ?» demandai-je. « Rien du tout. Rien, ou tout au moins peu de choses. Il faisait mystère du nom de tes parents, de peur qu'on ne diminuât le gain qu'il espérait tirer d'eux. Comme j'ai été un peu ton père, il s'imaginait, ton Barberin, que je voulais me faire payer. Aussi je lui ai envoyé promener, et depuis je ne l'ai pas revu. Je ne me doutais guère qu'il fût mort. De telle sorte que, tu sais que tu as des parents, mais par suite des calculs de ce vieux grigou, tu ne sais ni qui ils sont, ni où ils sont. Je lui ai expliqué quelle était notre espérance, et il la confirma par toutes sortes de bonnes raisons, qui me rendirent toute ma gaieté. Le reste de notre temps se passa à parler de Lise, d'Alexis
et de mon ensevelissement dans la mine. La longue me démangeait pour lui dire que mes parents le feraient bientôt sortir de prison, mais je pensais à temps qu'il ne convenait point de se vanter à l'avance des joies que l'on se proposait de faire, et je me contentais de l'assurer que bientôt il serait en liberté avec tous ses enfants autour de lui. J'étais si bien convaincu de la sûreté de mes pressentiments que le lendemain je serais volontiers resté toute la journée à l'hôtel, mais Mathia me força à sortir, et il me força aussi à jouer, à chanter, et ce jour-là nous fîmes encore une recette de 11 francs. 3 jours se passèrent ainsi, sans que rien de nouveau se produisît, et sans que la femme de l'hôtel répondît autre chose à mes questions. Toujours les mêmes que son éternel refrain. Personne n'est venu demander Barberin, et je n'ai pas reçu de lettre pour vous ou pour Barberin. Mais le 4e jour, enfin, elle me tendit une lettre. C'était la réponse de mère Barberin, ou plus justement, la réponse que mère Barberin m'avait fait écrire. Elle me disait qu'elle avait été prévenue de la mort de son homme, et que peu de temps auparavant, elle avait reçu de celui-ci une lettre qu'elle m'envoyait, pensant qu'elle pouvait m'être utile. Ce fut la main tremblante et le cœur serré que j'ouvris cette lettre. Ma chère femme, je suis à l'hôpital, si malade que je crois que je ne me relèverai pas. Si je n'en réchappe pas, tu devras écrire à Grace and Gallery, Green Square, Lincoln's Inn, à Londres. Ce sont des gens de loi chargés de retrouver Rémi. Tu leur diras que seul tu peux leur donner des nouvelles de l'enfant, et tu auras soin de te faire bien payer ces nouvelles. Il faut que cet argent te fasse vivre heureuse dans ta vieillesse. Fais écrire toutes ces lettres par monsieur le curé, car dans cette affaire, il ne faut se fier à personne. N'entreprends rien avant de savoir si je suis mort. Je t'embrasse une dernière fois, Barberin. Je n'avais pas lu le dernier mot que Mathias se leva. En avant pour Londres, cria-t-il. J'étais tellement surpris de ce que je venais de lire que je regardais Mathias sans bien comprendre ce qu'il disait. Puisque la lettre de Barberin dit que ce sont des gens de loi anglais qui sont chargés de te retrouver, continua-t-il, cela ne signifie que tes parents sont anglais, que tu es anglais et qu'il faut aller en Angleterre. Si j'écrivais à ces gens de loi, pourquoi faire? On s'entend bien mieux en parlant qu'en écrivant. Il nous reste 43 francs. C'est plus qu'il ne faut pour aller à Londres. On s'embarque à Boulogne et cela ne coûte pas cher. Nous avions au cirque Gassot 2 clowns qui étaient anglais. Ils m'ont souvent parlé de Londres. Et ils m'ont aussi appris bien des mots anglais pour que nous puissions parler ensemble sans que la mère Gassot entendît ce que nous disions. Je te conduirai à Londres. Partons, lui dis-je. En 2 minutes, nos sacs furent bouclés et nous descendîmes prêts à partir. Quand elle nous vit ainsi équipés, la maîtresse d'hôtel poussa des cris. Le jeune monsieur, c'était moi le monsieur. N'attendez donc pas ses parents? Cela serait bien plus sage. Et puis les parents verraient comme le jeune monsieur avait été bien soigné. Mais ce n'était pas cette éloquence qui pouvait me retenir. Avant de nous mettre en route pour Boulogne, il fallait aller faire nos adieux au père, mais ils ne furent pas tristes. Le père fut heureux d'apprendre que j'allais bientôt retrouver ma famille. Et moi, j'eus plaisir à lui dire que je ne tarderais pas à revenir avec mes parents pour le remercier. Nous mîmes 8 jours pour faire le trajet de Paris à Boulogne, mais nous nous arrêtâmes un peu dans les principales villes afin de donner quelques représentations et de reconstituer notre capitale. Quand nous arrivâmes à Boulogne, nous avions encore 32 francs dans notre bourse, c'est-à-dire beaucoup plus qu'il ne fallait pour payer notre passage. Le bateau de Londres partait le lendemain 4 heures du matin. À 3h30, nous étions à bord et nous nous installions de notre mieux à l'abri d'un amas de caisses qui nous protégeait un peu
contre une bise du nord humide et froide. À la lueur de quelques lanternes fumeuses, nous vîmes charger le navire. Puis une cloche tinta, des amarres retombèrent dans l'eau. Nous étions en route pour mon pays. J'avais souvent dit à Mathia qu'il n'y avait rien de si agréable qu'une promenade en bateau, mais la mer ne ressemble pas à un canal. À peine étions-nous sortis de la jetée que le bateau sembla s'enfoncer dans la mer, puis il se releva 4 ou 5 fois de suite. Dans ces secousses, la vapeur s'échappait de la cheminée avec un bruit strident, puis tout à coup une sorte de silence se faisait, et l'on n'entendait plus que les roues qui frappaient l'eau, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Elle était jolie, la glissade, me dit Mathia, et je n'eus rien à lui répondre, ne sachant pas alors que ce n'était qu'une barre. Mais ce ne fut pas seulement la barre qui imprima ces mouvements de roulis et de tangage du navire, ce fut aussi la mer qui, au large, se trouva être assez grosse. Tout à coup, Mathia se souleva brusquement. « Ça danse trop, j'ai mal au cœur. C'est le mal de mer. Pardi, je le sens bien. » Et après quelques minutes, il courut s'appuyer sur le bord du navire. Quand le jour se leva, un jour pâle, vaporeux et sans soleil, nous étions en vue de hautes falaises blanches. Peu à peu, le roulis diminua, et notre navire glissa sur l'eau tranquillement. Nous étions entrés dans la Tamise. « Nous voici en Angleterre, dis-je à Mathia. « Laisse-moi dormir, répondit-il. Je rangeai Mathia pour qu'il fût le moins mal possible, et montant sur des caisses, je m'assis sur les plus élevés avec Capi entre mes jambes. De là, je dominais la rivière et je voyais tout son cours. Au milieu du fleuve se tenait toute une flotte de navires à l'ancre, au milieu desquels couraient des vapeurs, des remorqueurs, qui déroulaient derrière eux de longs rubans de fumée noire. Que de navires, que de voiles! Je n'avais jamais imaginé qu'une rivière pût être peuplée, et si la Garonne m'avait surpris, la Tamise m'émerveilla. Je restai ainsi longtemps, les yeux grands ouverts, ne pensant qu'à regarder, qu'à admirer. Mais voilà que sur les 2 rives de la Tamise, les maisons se tassent, les unes à côté des autres, en longues files rouges. Je dégringole de mon observatoire et je vais chercher Mathia. Il est réveillé, il n'est plus de méchante humeur et veut bien monter avec moi sur mes caisses. Lui aussi est ébloui. Malheureusement, le brouillard et la fumée s'épaississent encore. On ne voit plus autour de soi que par échappée. Et plus on avance, moins on voit clair. Enfin, le navire ralentit sa marche. La machine s'arrête. Les câbles sont jetés à terre. Nous sommes à Londres. Et nous débarquons. Voilà le moment de te servir de ton anglais, mon petit Mathia. Et Mathia, qui ne doute de rien, s'approche d'un gros homme à barbe rousse pour lui demander poliment le chemin de Green Square. Il me semble que Mathia est bien longtemps à s'expliquer avec son homme, mais je ne peux pas douter du savoir de mon ami. Enfin, il revient. « C'est très facile, dit-il, il n'y a qu'à longer la Tamise. Nous allons suivre les quais. » Mais il n'y a pas de quai à Londres, ou plutôt, il n'y en avait pas à cette époque. Les maisons s'avançaient jusque dans la rivière. Nous sommes donc obligés de suivre des rues qui nous paraissent longer la rivière. Elles sont bien sombres, ces rues, bien boueuses, bien encombrées de voitures, de caisses, de ballots, de paquets de toute espèce. Et c'est difficilement que nous parvenons à nous faufiler au milieu de ces embarras sans cesse renaissants. J'ai attaché Capi avec une corde et je le tiens sur mes talons. Il n'est qu'une heure, et pourtant le gaz est allumé dans les magasins. Nous avançons et, de temps en temps, Mathia demande si nous sommes loin encore de Lincoln Inn. Tout à coup, au moment où nous nous croyons perdus, nous nous trouvons devant Green Square. Nous nous arrêtons devant une plaque en cuivre sur laquelle nous lisons « Grace and Galley ». Mathia s'avance pour tirer la sonnette, mais j'arrête son bras. « Qu'as-tu » me dit-il, « comme tu es pâle, attends un peu que je reprenne courage. » Il sonne et nous entrons.
Je suis tellement troublée que je ne vois pas très distinctement autour de moi. Il me semble que nous sommes dans un bureau et que 2 ou 3 personnes penchées sur des tables écrivent. C'est à l'une de ces personnes que Mathias s'adresse. Le nom de Barberin produit de l'effet. On nous regarde et celui à qui Mathias a parlé se lève pour nous ouvrir une porte. Nous entrons dans une pièce où un monsieur est assis devant un bureau et celui qui nous précède explique qui nous sommes. Lequel de vous est l'enfant élevé par Barberin, dit en français le monsieur assis devant le bureau. En entendant parler français, je me sens rassurée. Moi, monsieur. Où est Barberin? Il est mort. Alors, comment avez-vous su que vous deviez venir ici? Je fis aussi court que possible le récit qu'on me demandait. À mesure que je parlais, le monsieur prenait des notes. Le moment me parut venu de poser enfin la question qui, depuis le commencement de notre entretien, m'oppressait. Ma famille, monsieur, habite l'Angleterre? Certainement, elle habite Londres, au moins en ce moment. Je vais la voir. Dans quelques instants, vous serez près d'elle. Je vais vous faire conduire. Il sonna. Encore un mot, monsieur, je vous en prie. J'ai un père. Ce fut à peine si je pus prononcer ce mot. Non seulement un père, mais une mère, des frères, des sœurs. Ah, monsieur. Mais la porte, en s'ouvrant, coupa mon effusion. Le monsieur s'adressa en anglais à celui qui entrait, et je crus comprendre qu'il lui disait de nous conduire. Je m'étais levée. « Ah, j'oubliais, dit le monsieur. Votre nom est Driscoll. C'est le nom de votre père. » Je crois que je lui aurais sauté au cou s'il m'en avait donné le temps. Mais de la main, il nous montra la porte et nous sortîmes. Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 31, La famille Driscoll. Le clerc, qui devait nous conduire chez mes parents, nous fit monter dans une voiture et engagea un dialogue avec le cocher. Plusieurs fois le nom de Bethnal Green fut prononcé. C'était le nom du quartier dans lequel demeuraient mes parents. Je savais que Green en anglais veut dire vert, et cela me donna l'idée que ce quartier devait être planté de beaux arbres, ce qui me fut très agréable. La discussion fut assez longue entre notre conducteur et le cocher. Mathias et moi, nous étions tassés dans un coin avec Capi entre mes jambes, et je me disais qu'il était vraiment bien étonnant qu'un cocher ne parût pas connaître un endroit aussi joli que devait l'être Bethnal Green. Nous roulons assez vite dans les rues larges, puis dans les rues étroites, malgré l'émotion qui m'enfièvre, à la pensée que, dans quelques instants, je vais embrasser mes parents. J'ai envie de voir la ville que nous traversons. Mais j'ai beau ouvrir les yeux, je ne vois rien, si ce n'est les lumières rouges du gaz qui brûlent dans le brouillard. C'est à peine si on aperçoit les lanternes des voitures que nous croisons, et de temps en temps nous nous arrêtons court pour ne pas écraser des gens. Nous roulons toujours, il y a déjà bien longtemps que nous sommes sortis de chez Gretton Gallery. Cela me confirme dans l'idée que mes parents demeurent à la campagne. Mais au lieu d'arriver dans la campagne, nous entrons dans des rues plus étroites et nous entendons le sifflet des locomotives. Nous sommes dans un vilain quartier, le dernier sans doute avant d'arriver dans les prairies de Bethnal Green. Il me semble que nous tournons sur nous-mêmes, et de temps en temps notre cocher ralentit sa marche, comme s'il ne savait plus où il est. Tout à coup il s'arrête. Alors une discussion s'engage. Mathias me dit que notre cocher ne veut pas aller plus loin, parce qu'il ne connaît pas son chemin. Il demande des indications au clerc, et celui-ci continue à répondre qu'il n'est jamais venu dans ce quartier de voleurs. Assurément, ce n'est pas là Bethnal Green. Enfin, le clerc, après avoir donné de l'argent au cocher, qui murmure, descend du cab et nous fait psit psit. Il est clair que nous devons descendre à notre tour.
Nous voilà dans une rue si étroite que malgré le brouillard, nous voyons les maisons qui bordent de chaque côté des cordes sont tendues en l'air, et ça et là des langes et des haillons pendent à ces cordes. Où allons-nous? Je commence à être inquiet et de temps en temps Mathia me regarde. Cependant, il ne m'interroge pas. Notre guide ne tarde pas à s'arrêter. Assurément, il est perdu. Mais à ce moment, vient à nous un homme vêtu d'une longue redingote bleue et coiffé d'un chapeau garni de cuir verni. Un étui suspendu à sa ceinture. C'est un policeman. Une conversation s'engage et bientôt nous nous remettons en route. Précédés du policeman, nous traversons des ruelles, des cours, des rues tortueuses. Enfin, nous nous arrêtons dans une cour dont le milieu est occupé par une petite mare. « Red Lion Court », dit le policeman. Ces mots que j'ai entendus prononcer plusieurs fois déjà signifient « cour du lion rouge », m'a dit Mathia. « Pourquoi nous arrêtons-nous ? Il est impossible que nous soyons à Bethnal Green. Est-ce que c'est dans cette cour que demeurent mes parents? Mais alors, je n'ai pas le temps d'examiner ces questions. Le policeman a frappé à la porte d'une sorte de hangar en planche, et notre guide le remercie. Nous sommes donc arrivés. J'étais tellement troublé que je ne sais trop comment la porte nous fut ouverte, mais à partir du moment où nous fûmes entrés dans une vaste pièce qu'éclairait une lampe et un feu de charbon de terre, mes souvenirs me reviennent. Devant ce feu, dans un fauteuil en paille, se tenait immobile comme une statue un vieillard à barbe blanche. En face l'un de l'autre, mais séparés par une table, étaient assis un homme et une femme. L'homme avait 40 ans environ, il était vêtu d'un costume de velours gris. Sa physionomie était intelligente mais dure. La femme plus jeune de 5 ou 6 ans avait des cheveux blonds qui pendaient sur un châle à carreaux blancs et noirs croisés autour de sa poitrine. Ses yeux n'avaient pas de regard et l'indifférence ou l'apathie étaient empreintes sur son visage, comme ses gestes indolents. Dans la pièce se trouvaient 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, tous blonds, d'un blond de lin, comme leur mère. L'aîné des garçons paraissait 11 ou 12 ans. La plus jeune des petites filles avait 3 ans à peine, elle marchait en se traînant à terre. Je vis tout cela d'un coup d'œil, et avant que notre guide Leclerc de Grace Gallery eût achevé de parler, lequel de vous deux est Rémi demanda en français l'homme au costume de velours gris. Je m'avançai d'un pas. Moi, dis-je, alors embrasse ton père, mon garçon. Quand j'avais pensé à ce moment, je m'étais imaginé que j'éprouverais un élan qui me pousserait dans les bras de mon père. Je ne trouvais pas cet élan en moi. Cependant, je m'avançai, j'embrassai mon père. Maintenant, me dit-il, voilà ton grand-père, ta mère, tes frères et sœurs. J'allai à ma mère, tout d'abord, et la pris dans mes bras. Elle me laissa l'embrasser, mais elle-même ne m'embrassa point. « Donne une poignée de main à ton grand-père, me dit mon père, et vas-y doucement, il est paralysé. » Je donnai la main à mes 2 frères et à ma sœur aînée. Je voulus prendre la petite dans mes bras, mais, comme elle était occupée à flatter Capi, elle me repoussa. Tout en allant ainsi de l'un à l'autre, j'étais indigné contre moi-même. Et quoi? J'avais été fou de joie, en pensant que moi aussi j'allais avoir une famille, des parents à aimer qui m'aimeraient, et je restais embarrassé, les examinant tout curieusement, et ne trouvant rien à leur dire, pas une parole de tendresse. J'étais donc un monstre. Je n'étais pas digne d'avoir une famille. Si j'avais trouvé mes parents dans un palais au lieu de les trouver dans un hangar, n'aurais-je pas éprouvé pour eux des sentiments de tendresse? Cette idée m'étouffa de honte. Revenant devant ma mère, je la pris de nouveau dans mes bras. Sans doute elle ne comprit pas ce qui provoquait cet élan, car au lieu de me rendre mes baisers, elle me regarda de son air indolent, en haussant doucement les épaules. « Et celui-là » demanda mon père en désignant Mathia, « quel est-il » J'expliquai quel lien m'attachait à Mathia, et je le fis en m'efforçant de mettre dans mes paroles un peu de l'amitié que j'éprouvais.
et aussi en tâchant d'expliquer la reconnaissance que je lui devais. « Bon, dit mon père, il a voulu voir du pays. » J'allais répondre, mon père me coupa la parole. « Et Barberin, pourquoi n'est-il pas venu ?» J'ai expliqué que Barberin était mort. Mon père traduisit à ma mère ce que je venais de dire, et je crus comprendre que celle-ci répondit que c'était très bien. Pourquoi était-il bien que Barberin fût mort? Ce fut ce que je me demandais sans trouver de réponse. Tu dois être curieux, dit mon père, de savoir comment nous ne t'avons pas cherché pendant 13 ans et comment tout à coup nous avons eu l'idée d'aller trouver Barberin. Viens là auprès du feu, je vais te conter cela. Je débouclai mon sac et pris la place qui m'était indiquée. Mais comme j'étendais mes jambes mouillées devant le feu, mon grand-père cracha de mon côté sans rien dire. Je n'eus pas besoin d'autres explications pour comprendre que je le gênais, et je retirai mes jambes. « Ne fais pas attention, dit mon père. Le vieux n'aime pas qu'on se mette devant son feu. Mais il n'y a pas besoin de se gêner avec lui. » Je fus abasourdi d'entendre parler ainsi de ce vieillard à cheveux blancs. Il me semblait que si l'on devait se gêner avec quelqu'un, c'était précisément avec lui. Et je tins donc mes jambes sous ma chaise. « Tu es notre fils aîné, me dit mon père. Quand j'épousai ta mère, il y avait une jeune fille qui croyait que je la prendrais pour femme. Ce fut pour se venger que, le jour où tu atteignais tes 6 mois, elle te vola et t'emporta à Paris, où elle t'abandonna dans la rue. Nous fîmes toutes les recherches possibles, mais cependant sans aller jusqu'à Paris, car nous ne pouvions pas supposer qu'on t'avait porté si loin. Nous ne te retrouvâmes point, et nous te croyions mort et perdu à jamais. Lorsqu'il y a 3 mois, cette femme atteinte d'une maladie mortelle révéla la vérité. Je partis aussitôt pour la France et j'allai chez le commissaire de police du quartier dans lequel tu avais été abandonné. Là, on m'apprit que tu avais été adopté par un maçon de la Creuse et je me rendis à Chavanon. Barberin me dit qu'il t'avait loué à Vitalis. Comme je ne pouvais pas rester en France et me mettre à la poursuite de Vitalis, je chargeai Barberin de ce soin et lui donnai de l'argent. En même temps, je lui recommandai d'avertir les gens de loi qui s'occupent de mes affaires. Messieurs Grèce Galerie, quand ils t'auraient retrouvé, si je ne lui donnais point mon adresse ici, c'est que nous n'habitons Londres que dans l'hiver. Pendant la belle saison, nous parcourons l'Angleterre et l'Écosse pour notre commerce de marchands ambulants, avec nos voitures et notre famille. Voilà, mon garçon, comment tu as été retrouvé et comment après 13 ans tu reprends ta place dans la famille. Je comprends que tu sois un peu effarouché, car tu ne nous connais pas et tu n'entends pas ce que nous disons, mais j'espère que tu t'habitueras vite. Oui, sans doute, je m'habituerai vite, n'était-ce pas tout naturel, puisque j'étais dans ma famille et que ceux avec qui j'allais vivre étaient mes pères et mères, mes frères et sœurs. Les Boulonges n'avaient pas dit vrai. Pour ceux qui m'avaient secouru, c'était un malheur. Je ne pourrais pas faire pour eux ce que j'avais rêvé, car des marchands ambulants, alors surtout qu'ils demeurent dans un hangar, ne doivent pas être bien riches. Mais pour moi, qu'importait après tout. J'avais une famille. Tendresse vaut mieux que richesse. Ce n'était pas d'argent que j'avais besoin, c'était d'affection. Le souper achevé, je crus que nous allions passer la soirée devant le feu. Mais mon père me dit qu'il attendait des amis et que nous devions nous coucher. Puis, prenant une chandelle, il nous conduisit dans une remise qui tenait à la pièce où nous avions mangé. Là se trouvaient 2 de ces grandes voitures qui servent ordinairement aux marchands ambulants. Il ouvrit la porte de l'une et nous vîmes qu'il s'y trouvait 2 lits superposés. « Voilà vos lits, dit-il, dormez bien. » Telle fut ma réception dans ma famille, la famille Driscoll. Hector Malot, Sans famille, volume 2, chapitre 32, Tes pères et mères honoreraient.
Mon père, en se retirant, nous avait laissé la chandelle, mais il avait fermé en dehors la porte de notre voiture. Nous n'avions donc qu'à nous coucher, ce que nous fîmes au plus vite sans bavarder, comme nous en avions l'habitude. Mathia n'avait pas plus envie de parler que je n'en avais envie moi-même, et je fus heureux de son silence. Mais la chandelle éteinte, il me fut impossible de fermer les yeux, et je me mis à réfléchir à tout ce qui venait de se passer. Tout en réfléchissant, j'entendis Mathia, qui occupait la couchette placée au-dessus de la mienne, s'agiter et se tourner aussi, ce qui prouvait qu'il ne dormait pas mieux que moi. Les pensées qui le tenaient éveillé n'étaient-elles pas les mêmes que les miennes? Il m'aimait assez, et nous étions assez étroitement unis de cœur, comme d'esprit, pour qu'il sentît ce que je sentais moi-même. Le sommeil ne vint pas, et le temps, en s'écoulant, augmenta l'effroi vague qui m'oppressait. Tout d'abord, je n'avais pas bien compris l'impression qui dominait en moi, et maintenant je voyais que c'était la peur. Peur de quoi? Je n'en savais rien, mais enfin j'avais peur. J'avais conscience d'être à l'abri de tout danger, et cependant j'étais épouvantée. Plus je me raidissais contre cette épouvante, moins je parvenais à me rassurer. Tout à coup, j'entendis un bruit assez fort à la porte de la remise, qui ouvrait sur une autre rue que sur la cour du Lion Rouge. Puis, après plusieurs appels frappés à intervalles réguliers, une lueur pénétra dans notre voiture. Surpris, je regardai vivement autour de moi, tandis que Capi, qui dormait contre ma couchette, se réveillait pour gronder. Je vis alors que cette lueur nous arrivait par une petite fenêtre pratiquée dans la paroi de notre voiture. Une moitié de cette fenêtre se trouvait dans le lit de Mathia, l'autre moitié dans le mien. Ne voulant pas que Capi réveillât toute la maison, je lui posai une main sur la gueule, puis je regardai au dehors. Mon père, entré sous la remise, avait vivement et sans bruit ouvert la porte de la rue. Puis il l'avait refermée de la même manière, après l'entrée de deux hommes lourdement chargés de ballots qu'ils portaient sur leurs épaules. Alors il posa un doigt sur ses lèvres, et de son autre main, qui tenait une lanterne sourde à voler, il montra la voiture dans laquelle nous étions couchés. Cela voulait dire qu'il ne fallait pas faire de bruit, de peur de nous réveiller. Cette attention me toucha, et j'eus l'idée de lui crier qu'il n'avait pas besoin de se gêner pour moi. Mais comme s'aurait été réveillé Mathia, je me tus. Mon père aida les deux hommes à se décharger de leurs ballots, puis il disparut un moment, et revint bientôt avec sa mère. Pendant son absence, les hommes avaient ouvert leur paquet. L'un était plein de pièces d'étoffe, dans l'autre se trouvaient des objets de bonneterie. Alors je compris, ces gens étaient des marchands qui venaient vendre leurs marchandises à mes parents. Mon père prenait chaque objet, l'examinait à la lumière de sa lanterne et le passait à ma mère qui, avec de petits ciseaux, coupait les étiquettes qu'elle mettait dans sa poche. Cela me parut bizarre, de même que l'heure choisie pour cette vente me paraissait étrange. Lorsque le contenu des ballots eut été soigneusement visité, mes parents et les deux autres hommes sortirent de la remise. Je voulus me dire qu'il n'y avait rien de plus naturel que ce que je venais de voir. Cependant, je ne pus pas me convaincre moi-même. Pourquoi ces gens, venant chez mes parents, n'étaient-ils pas entrés par la cour du Lion Rouge? Pourquoi ma mère avait-elle coupé les étiquettes qui pendaient après les effets qu'elle achetait? Ces questions n'étaient pas faites pour m'endormir, et comme je ne leur trouvais pas de réponse, je tâchais de les chasser de mon esprit. Mais c'était en vain. Après un certain temps, je vis de nouveau la lumière emplir notre voiture. Là, je me disais que je ne devais pas regarder. Et cependant, je regardais. Je me disais qu'il vaudrait mieux, sans doute, ne pas savoir. Et cependant, je voulus voir. Mon père et ma mère étaient seuls, tandis que ma mère faisait rapidement 2 paquets des objets
à porter, mon père balayait un coin de la remise. Sous le sable sec qu'il enlevait à grands coups de balai apparut bientôt une trappe. Il la leva, puis, comme ma mère avait achevé de ficeler les 2 ballots, il les descendit par cette trappe dans une cave, dont je ne vis pas la profondeur, tandis que ma mère l'éclairait avec la lanterne. Les 2 ballots descendus, il remonta, ferma la trappe, et avec son balai replaça dessus le sable qu'il avait enlevé. Quand il eut achevé sa besogne, il fut impossible de voir où se trouvait l'ouverture de cette trappe. Sur le sable, ils avaient tous les deux semé des brins de paille, comme il y en avait partout sur le sol de la remise. Ils sortirent. Ce n'était plus une épouvante vague qui m'étouffait. Je savais maintenant pourquoi j'avais peur. Des pieds à la tête, j'étais baignée dans une sueur froide. Je restai ainsi pendant toute la nuit. Un coq qui chanta dans le voisinage m'annonça l'approche du matin. Alors seulement je m'endormis, mais d'un sommeil lourd et fiévreux, plein de cauchemars anxieux qui m'étouffaient. Un bruit de serrure me réveilla, et la porte de notre voiture fut ouverte. Mais m'imaginant que c'était mon père qui venait nous prévenir, qu'il était temps de nous lever, je fermai les yeux pour ne pas le voir. « C'est ton frère, me dit Mathia, qui nous donne la liberté. Ton père est déjà parti. » Nous nous levâmes alors. Mathia ne me demanda pas si j'avais bien dormi, et je ne lui adressai aucune question. Comme il me regardait à un certain moment, je détournai les yeux. Il fallut entrer dans la cuisine. De la porte, j'aperçus ma mère, la tête appuyée sur la table, imaginant qu'elle était malade. Je courus à elle pour l'embrasser, puisque je ne pouvais pas lui parler. Je la pris dans mes bras, elle releva la tête en la balançant. Alors je respirai une odeur de genièvre qu'exhalait son haleine chaude. Je reculai. Elle laissa retomber sa tête sur ses 2 bras étalés sur la table. « Jean, dit mon grand-père, et il me regarda en ricanant. Tout d'abord, je restai immobile, puis après quelques secondes, je regardai Mathia, qui lui-même me regardait avec des larmes dans les yeux. Je lui fis un signe et nous sortîmes. Pendant assez longtemps, nous marchâmes côte à côte, ne disant rien et allant devant nous sans savoir où nous nous dirigions. À la fin, nous atteignîmes un parc immense avec de vastes pelouses vertes. Aussitôt que nous fûmes assis dans un endroit écarté, me jetant dans les bras de Mathia, je fondis en larmes. Jamais je ne m'étais senti si malheureux. « Mathia, lui dis-je, il faut partir, il faut retourner en France, en Italie, où tu voudras, peu importe, pourvu que je ne reste pas en Angleterre. Et toi, où veux-tu aller? Moi? Mais il faut que je reste ici, à Londres, avec ma famille. N'est-ce pas mon devoir? Prends ce qui nous reste d'argent et pars. Ne dis pas cela, Rémi. S'il faut que quelqu'un parte, c'est toi. Pourquoi? Parce que... » Il n'acheva pas et détourna les yeux. Mathia répond, moi, en toute sincérité, franchement, sans ménagement pour moi, sans peur. Tu ne dormais pas cette nuit, tu as vu? Il tint ses yeux baissés et d'une voix étouffée. Je ne dormais pas, dit-il. Qu'as-tu compris? Que ceux qui vendaient ces marchandises ne les avaient pas achetées. Tu vois donc bien qu'il faut que tu partes, lui dis-je. Il faut que tu retournes en France, que tu vois tous mes amis, et que tu leur dises pourquoi je ne fais pas pour eux ce que j'avais promis. Tu expliqueras que mes parents ne sont pas riches, comme nous avions cru. Ce n'est pas une honte que de n'être pas riche. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas riches que tu veux que je parte, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas me nourrir, car je ne leur serai pas à charge, et je travaillerai pour eux. C'est après que ce que tu as vu cette nuit, parce que tu as peur pour moi. Tu as peur que je n'en arrive à couper les étiquettes des marchandises qui n'ont pas été achetées. Oh, tais-toi, Mathia, mon petit Mathia, tais-toi. Et je cachai entre mes mains mon visage rouge de honte. Eh bien, si tu as peur pour moi, continua Mathia, moi j'ai peur pour toi, et c'est pour cela que je te dis, partons ensemble.
C'est impossible, mes parents ne te sont rien. Tu ne leur dois rien. Moi, ils sont mes parents. Je dois rester après avec eux. Tes parents, ce vieux paralysé, ton grand-père, cette femme couchée sur la table, ta mère. Je me levai vivement et sur le ton du commandement. Non plus sur celui de la prière, je m'écriai, tais-toi, Mathia, ne parle pas ainsi, je te le défends. C'est de mon grand-père, c'est de ma mère que tu parles, tu dois les honorer, les aimer. Tu le devrais s'ils étaient réellement tes parents, mais s'ils ne sont ni ton grand-père, ni ton père, ni ta mère. Tu n'as donc pas écouté le récit de mon père. Qu'est-ce qu'il prouve, ce récit? Ils ont perdu un enfant, ils l'ont fait chercher, ils en ont retrouvé un. Voilà tout. Pourquoi 2 enfants n'auraient-ils pas été abandonnés à venue de Breteuil le même jour? Cela est possible. Cela est absurde. Peut-être bien, mais tu dois faire attention que tu ne ressembles ni à ton père ni à ta mère, et que tu n'as pas les cheveux blonds comme tes frères et sœurs qui, tous, tu entends bien, tous sont du même blond filasse. D'un autre côté, comment des gens qui ne sont pas riches ont-ils dépensé tant d'argent pour retrouver un enfant? Selon moi, tu n'es pas un Driscoll, et tu ne dois pas rester avec les Driscoll. Si tu veux, malgré tout, y rester, je reste avec toi. Mais tu voudras bien écrire à Mère Barberin pour lui demander de nous dire au juste comment était Stélange. Quand nous aurons sa lettre, tu interrogeras celui que tu appelles ton père, et alors nous commencerons peut-être à voir un peu plus clair. Ce fut seulement à la nuit tombante que nous rentrâmes au cours du Lion Rouge. Après le souper, mon père dit qu'il avait à nous parler. Dites-moi donc comment vous gagniez votre vie en France. Je fis le récit qu'il nous demandait, puis je pris ma harpe et jouai un air, mais ce ne fut pas ma chanson napolitaine. Mathias aussi joua un morceau de violon et un autre de cornet piston. Bien, bien, dit mon père, et Capi, de quoi joue-t-il? J'étais fier des talents de Capi, je voulu qu'il jouât quelques-uns des tours de son répertoire, et il obtint auprès des enfants son succès accoutumé. Mais c'est une fortune, ce chien-là, dit mon père. Je répondis en faisant l'éloge de Capi et en assurant qu'il était capable d'apprendre en peu de temps tout ce qu'on voulait lui montrer. Mon père traduisit mes paroles en anglais. Il me sembla qu'il y ajoutait quelques mots qui firent rire tout le monde. Voici ce que je vous propose, continua mon père, mais avant tout, il faut que Mathia dise s'il veut demeurer avec nous. Je désire rester avec Rémi, répondit Mathia. Mon père se montra satisfait. Puisqu'il en est ainsi, dit-il, je reviens à ma proposition. Nous travaillons tous pour vivre. L'été, nous parcourons l'Angleterre, mais l'hiver, nous n'avons pas de grand-chose à faire. Tant que nous serons à Londres, Rémi et Mathia pourront aller jouer de la musique dans les rues. Capi lui ira donner des représentations avec Allen et Ned. Capi ne travaille bien qu'avec moi, dis-je vivement. Il apprendra à travailler avec Allen et Ned. Sois tranquille. Et en vous divisant ainsi, vous gagnerez beaucoup plus. Mais je vous assure qu'il ne fera rien de bon. Assez causé, me dit mon père. Quand j'ai dit une chose, j'entends qu'on la fasse, et tout de suite, c'est la règle de la maison. Nous gagnâmes notre voiture, mais ce jour-là, mon père ne nous enferma point. Comme je me couchais, Mathias s'approcha de mon oreille. Tu vois, dit-il, que celui que tu appelles ton père ne tient pas seulement à avoir des enfants qui travaillent pour lui. Il lui faut encore des chiens. Cela ne t'ouvre-t-il pas les yeux, enfin? Demain, nous écrirons à Mère Barberin. Mais le lendemain, mon père voulut nous conduire lui-même dans un quartier où nous avions chance de faire de bonnes recettes, et nous traversâmes tout Londres pour arriver dans une partie de la ville, là où il n'y avait que de belles maisons, dans les rues monumentales, bordées de jardins. Nous ne rentrâmes que tard à la cour du Lion Rouge, et j'eus la joie de retrouver Capi, bien crotté mais de bonne humeur. Les choses continuèrent ainsi pendant plusieurs jours, mais un soir mon père me dit que le lendemain je pourrais prendre Capi avec moi, attendu qu'il garderait Allen et Ned à la maison.
Nous promîmes bien, Mathieu et moi, de faire une assez belle recette avec Capi, pour que désormais, on nous le donnât toujours. Par malheur. Pour le succès de notre entreprise, depuis 2 jours, le brouillard ne s'était pas éclairci. Dans les rues flottait une sorte de fumée grisâtre qui ne permettait à la vue de s'étendre qu'à quelques pas. On sortirait peu, et des fenêtres derrière lesquelles on nous écouterait, on ne verrait guère Capi. Aussi Mathia injuriait-il le brouillard, ce maudit Fogg, sans se douter du service qu'il devait nous rendre quelques instants plus tard. Cheminant rapidement, nous étions arrivés dans une des rues les plus commerçantes de Londres. Tout à coup, je m'aperçus que Capi ne nous suivait plus. Je m'arrêtai pour l'attendre dans l'enfoncement d'une allée, et je sifflai doucement, car nous ne pouvions pas voir au loin. J'étais déjà anxieux, craignant qu'il ne nous eût été volé, quand il arriva au galop, tenant dans sa gueule une paire de bas de laine et frétillant de la queue. Posant ses pattes de devant contre moi, il me présenta ses bas en me disant de les prendre. Il paraissait tout fier, comme lorsqu'il avait bien réussi un de ses tours, et venait demander mon approbation. Je restais ébahi, quand brusquement Mathia m'entraîna dans l'allée. Marchons vite, me dit-il, mais sans courir. Ce fut seulement au bout de quelques minutes qu'il me donna l'explication de cette fuite. J'ai entendu un homme dire « Où est le voleur ?» Le voleur, c'était Capi, tu le comprends. Sans le brouillard, nous étions arrêtés comme voleurs. Je ne comprenais que trop. Je restais un moment suffoqué. Ils avaient fait un voleur du bon de l'honnête Capi. Nous rentrâmes cour du Lion Rouge, en marchant rapidement. Le père, la mère et les enfants étaient autour de la table, occupés à plier des étoffes. Je jetai la paire de bas sur la table, ce qui fit rire Allen et Ned. « Voici une paire de bas, dis-je, que Capi vient de voler, car on a fait de Capi un voleur. Je pense que ça a été pour jouer. » Je tremblais, et cependant je ne m'étais jamais senti aussi résolu. « Et si ce n'était pas un jeu, demanda mon père, que ferais-tu » ? « J'attacherai une corde au cou de Capi, et quoique je l'aime bien, j'irai le noyer dans la Tamise. Je ne veux pas que Capi devienne un voleur, pas plus que je ne veux en devenir un moi-même. » Mon père me regarda en face. Ses yeux me brûlèrent. Cependant, je ne baissai pas les miens. Peu à peu, son visage contracté se détendit. « Tu as eu raison de croire que c'était un jeu, dit-il. Aussi, pour que cela ne se reproduise plus, Capi, désormais, ne sortira qu'avec toi. » Hector Malot, volume 2, chapitre 33. Les Bollonges ont menti. À toutes mes avances, mes frères Allen et Ned n'avaient jamais répondu que par une antipathie hargneuse, et tout ce que j'avais voulu faire pour eux, ils l'avaient mal accueilli. Évidemment, je n'étais pas un frère à leurs yeux. Après l'aventure de Capi, la situation se dessina nettement entre nous, et je leur signifiai, non en paroles, mais par une pantomime expressive où mes 2 poings jouèrent le principal rôle, que s'ils tentaient jamais la moindre chose contre Capi, ils me trouveraient là pour le défendre ou le venger. N'ayant pas de frères, j'aurais voulu avoir des sœurs, mais Annie, l'aînée des filles, ne me témoignait pas de meilleurs sentiments que ses frères. Il ne m'était resté que la petite Kate, qui avait bien voulu se laisser caresser par moi. D'abord parce que je lui faisais faire des tours par Capi, et plus tard, lorsque Capi me fut rendu, parce que je lui apportais les bonbons, les gâteaux, les oranges, que dans nos représentations les enfants nous donnaient, d'un air majestueux, en nous disant « pour le chien ». Ainsi, de toute ma famille, cette famille pour laquelle je me sentais tant de tendresse dans le cœur. Lorsque j'étais débarqué en Angleterre, il n'y avait que la petite Kate qui me permettait de l'aimer. Mon grand-père
continuait à cracher furieusement de mon côté toutes les fois que je l'approchais. Mon père ne s'occupait de moi que pour me demander chaque soir le compte de notre recette. Ma mère, le plus souvent, n'était pas de ce monde. Aussi, dans mon chagrin, et bien que, tout d'abord, j'eusse repoussé les suppositions de Mathia, en venais-je à dire que si vraiment j'étais de cette famille, on aurait pour moi d'autres sentiments que ceux qu'on me témoignait avec si peu de ménagement, alors que je n'avais rien fait pour mériter cette indifférence ou cette dureté. Quand Mathia me voyait sous l'influence de ses pensées, il me disait « Je suis curieux de voir ce que mère Barberin va te répondre. » Pour avoir cette lettre qui devait m'être adressée poste restante, nous avions changé notre itinéraire de chaque jour pendant assez longtemps. Nous fîmes cette course inutilement. Mais à la fin, cette lettre si impatiemment attendue nous fut remise. L'hôtel général des postes n'est point un endroit favorable à la lecture. Nous gagnâmes une allée dans une ruelle voisine, et là enfin, je pus ouvrir la lettre de mère Barberin. Mon petit Rémi, je suis bien surprise et bien fâchée de ce que ta lettre m'apprend, car selon ce que mon pauvre Barberin m'avait toujours dit, aussi bien après t'avoir trouvé qu'après avoir causé avec la personne qui te cherchait, je pensais que tes parents étaient dans une bonne et même une grande position de fortune. Cette idée m'était confirmée par la façon dont tu étais habillée lorsque Barberin t'a rapporté à Chavanon. Tu me demandes de t'expliquer comment étaient les langes. Je peux le faire facilement, car j'ai conservé tous ces objets en vue de servir à ta reconnaissance. Mais d'abord, il faut te dire que tu n'étais pas emmaillotée, tu étais habillée. Et voici quels étaient les objets qui ont été trouvés sur toi. Un bonnet en dentelle, une brassière en toile fine garnie d'une petite dentelle, une couche en flanelle, des bas en laine blanche, des chaussons en tricot blanc, une longue robe aussi en flanelle blanche, et enfin une grande pelisse à capuchon en cachemire blanc ornée de belles broderies. Enfin, il faut ajouter qu'aucun de ces objets n'était marqué. Les coins où se met ordinairement la marque avaient été coupés, ce qui indiquait qu'on avait pris toutes les précautions pour dérouter les recherches. Voilà, mon cher Rémi, tout ce que je peux te dire. Si tu crois avoir besoin de ces objets, tu n'as qu'à me l'écrire, je te les enverrai. Ne te désole pas, mon cher enfant, de ne pouvoir pas me donner tous les beaux cadeaux que tu m'avais promis. Ta vache vaut pour nous tous les cadeaux du monde. Grâce à elle, je suis maintenant à mon aise. Je ne la vois pas sans penser à toi et à ton bon petit camarade Mathia. Tu me feras plaisir quand tu pourras me donner de tes nouvelles, et j'espère qu'elles seront toujours bonnes. Toi si tendre et si affectueux, comment ne serais-tu pas heureux dans ta famille, avec un père, une mère, des frères et des sœurs, qui vont t'aimer comme tu mérites de l'être. Adieu, mon cher enfant, je t'embrasse affectueusement, ta mère nourrice, veuve Barberin. La fin de cette lettre m'avait serré le cœur. Pauvre mère Barberin, comme elle était bonne pour moi. Parce qu'elle m'aimait, elle s'imaginait que tout le monde devait m'aimer comme elle. C'est une brave femme, dit Mathia. Elle a pensé à moi. Mais avec une description aussi complète, il ne faudra pas que Master Driscoll se trompe dans l'énumération des objets que tu portais lorsqu'on t'a volé. Ce n'était pas chose facile de demander à mon père de me dire comment j'étais vêtue lorsque je lui avais été volée. Si je lui avais posé cette question sans arrière-pensée, rien n'aurait été plus simple, mais il n'en était pas ainsi. Enfin, un jour qu'une pluie glaciale nous avait fait rentrer,
Je pris mon courage et je mis la conversation sur ce sujet. Au premier mot de ma question, mon père me regarda en face en me fouillant des yeux. Je soutins son regard plus bravement que je ne l'avais espéré. Je crus qu'il allait se fâcher, mais il n'en fut rien. Le premier mouvement de colère passé, il se mit à sourire. Il est vrai qu'il y avait quelque chose de dur et de cruel dans ce sourire, mais enfin, c'était bien un sourire. « Ce qui m'a le mieux servi pour te retrouver, dit-il, ça a été la description des vêtements que tu portais au moment où tu nous as été volés. Un bonnet en dentelle, une brassière en toile garnie de dentelle, une couche et une robe en flanelle, des bas de laine, des chaussons en tricot, une pelisse à capuchon en cachemire blanc brodé. J'avais beaucoup compté sur la marque de ton linge, FD, c'est-à-dire Francis Driscoll, qui est ton nom. Mais cette marque avait été coupée par celle qui t'avait volé et qui, par cette précaution, espérait bien n'empêcher qu'on te découvrit jamais. Que demander de plus? Cependant, Mathia ne se montra pas satisfait, et le soir, quand nous fûmes retirés dans notre voiture, il se pencha encore à mon oreille. « Tout cela, c'est superbe, me dit-il. Mais enfin, cela n'explique pas comment Patrick Driscoll, marchand ambulant, et sa femme étaient assez riches pour donner à leur enfant des bonnets en dentelle, des brassières garnies de dentelle et des pelisses brodées. Les marchands ambulants ne sont pas si riches que ça. C'est précisément parce qu'ils étaient marchands que ces vêtements pouvaient leur coûter moins cher. » Mathia secouait la tête en sifflant, puis de nouveau me parlant à l'oreille. « Tu n'es pas l'enfant de Master Driscoll, mais bien l'enfant volé par Master Driscoll. » Je voulus répliquer, mais déjà Mathia était monté dans son lit. Si j'avais été Mathia, j'aurais peut-être eu autant d'imagination que lui. Mais les libertés de penser qu'il se permettait m'étaient interdites. C'était de mon père qu'il s'agissait. Pour Mathia, c'était de Master Driscoll, un étranger à qui il ne devait rien. À mon père, au contraire, je devais le respect. Assurément, il y avait des choses étranges dans ma situation, mais quand Mathia voulait me faire part de ses doutes, il était de mon devoir de lui imposer silence. C'était ce que j'essayais, mais Mathia avait sa tête et il me fallait quand même écouter ses questions. Pourquoi Allen, Ned, Annie et Kate avaient-ils les cheveux blonds, tandis que les miens n'étaient pas blonds? Pourquoi tout le monde dans la famille Driscoll, à l'exception de Kate, qui ne savait pas ce qu'elle faisait, me témoignait-il de mauvais sentiments, comme si j'avais été un chien galeux? Comment des gens qui n'étaient pas riches habillaient-ils leurs enfants avec des dentelles? À tous ces pourquoi, à tous ces comment, je n'avais qu'une bonne réponse qui était elle-même une interrogation. Pourquoi la famille Driscoll m'aurait-elle cherché si je n'étais pas son enfant? Pourquoi aurait-elle donné de l'argent à Barberin et à Grace Engalley? À cela, Mathia avait été obligé de répondre qu'il ne pouvait pas répondre. Mais cependant, il ne se déclarait pas vaincu. « Je veux que nous retournions en France, répétait-il obstinément. C'est impossible, parce que le devoir te retient auprès de ta famille. Mais si cette famille n'est pas la tienne, qui te retient? » Des discussions de cette nature ne pouvaient aboutir qu'à un résultat qui était de me rendre plus malheureux que je ne l'avais jamais été. Quoi de plus terrible que le doute? Eh bien, que je ne voulusse pas douter, je doutais. Ce père était-il mon père? Cette mère était-elle ma mère? Cette famille était-elle la mienne? Cela était horrible à avouer. J'étais moins tourmenté, moins malheureux lorsque j'étais seul. Qui me dit, lorsque je pleurais tristement parce que je n'avais pas de famille, que je pleurerais désespérément parce que j'en aurais une? D'où me viendrait la lumière
qui m'éclairerait? Comment saurais-je jamais la vérité? Je restais accablée devant ces questions, et cependant il fallait chanter, jouer des airs de danse et rire en faisant des grimaces, quand j'avais le cœur si profondément triste. Les dimanches étaient mes meilleurs jours parce que le dimanche, on ne fait pas de musique dans les rues de Londres. Et je pouvais alors librement m'abandonner à ma tristesse en me promenant avec Mathia et Capi. Un de ces dimanches, comme je me préparais à sortir avec Mathia, mon père me retint à la maison, en me disant qu'il aurait besoin de moi dans la journée, et il envoya Mathia se promener tout seul. Il y avait à peu près 1 heure que nous étions seuls, lorsqu'on frappa à la porte. Mon père alla ouvrir, et il rentra accompagné d'un monsieur qui ne ressemblait pas aux amis qu'il recevait ordinairement. Celui-ci était bien réellement ce qu'on appelle en Angleterre un gentleman, c'est-à-dire un vrai monsieur. Il avait environ 50 ans. Ce qui me frappa le plus en lui, ce fut son sourire, qui découvrait toutes ses dents blanches et pointues comme celles d'un jeune chien, et, en le regardant, on se demandait si c'était bien un sourire qui contractait ainsi ses lèvres ou si ce n'était pas plutôt une envie de mordre. Tout en parlant avec mon père en anglais, il tournait à chaque instant les yeux de mon côté. Mais quand il rencontrait les miens, il cessait aussitôt de m'examiner. Après quelques minutes d'entretien, il abandonna l'anglais pour le français qu'il parlait avec facilité et presque sans accent. « C'est là le jeune garçon dont vous m'avez entretenu, dit-il à mon père, en me désignant du doigt. Il paraît bien portant, il n'a jamais été malade. J'ai eu une affliction de poitrine pour avoir couché une nuit dans la neige. Il y a longtemps, 3 ans. Et depuis, vous ne vous êtes pas ressenti de cette maladie? Non. Il se leva et vint à moi. Il posa la main sur mon cœur, il appuya sa tête dans mon dos et sur ma poitrine en me disant de respirer fort. Il me dit aussi de tousser. Cela fait, il me regarda en face attentivement assez longtemps. Et ce fut à ce moment que j'eus l'idée qu'il devait aimer à mordre, tant son sourire était effrayant. Sans rien me dire, il reprit sa conversation en anglais avec mon père, puis ils sortirent tous les deux. Au bout d'un certain temps, mon père rentra. Il me dit que j'étais libre d'aller me promener, si j'en avais envie. Je n'en avais aucune envie, mais que faire dans cette triste maison? Comme il pleuvait, j'entrai dans notre voiture pour y prendre ma peau de mouton. Quelle fut ma surprise de trouver la Mathia. Il mit sa main sur ma bouche, puis à voix basse, « Va ouvrir la porte de la remise, je sortirai doucement derrière toi. Il ne faut pas qu'on sache que j'étais dans la voiture. » Ce fut seulement dans la rue que Mathia se décida à parler. « Sais-tu qui était avec ton père tout à l'heure » me dit-il. « Monsieur Jem Milligan, l'oncle de ton ami Arthur. » J'étais resté immobile au milieu de la rue. Il me prit le bras et tout en marchant, il continua. Comme je m'ennuyais à me promener tout seul dans cette triste rue, je suis rentré pour dormir et je me suis couché sur mon lit, mais je n'ai pas dormi. Ton père, accompagné d'un gentleman, est entré dans la remise et j'ai entendu leur conversation sans l'écouter. « Comment va votre neveu » demanda ton père. « Mieux, il en échappera encore cette fois. Sa chère mère l'a encore sauvé par ses soins. »« Ah, c'est une bonne mère que Madame Milligan. Tu penses, si c'est à ce nom j'ai prêté l'oreille. Alors si votre neveu va mieux, continua ton père, toutes vos précautions sont inutiles. Pour le moment peut-être, répondit le monsieur, mais je ne veux pas admettre qu'Arthur vive. Il faut qu'au jour de sa mort, je sois à l'abri de tout retour et que l'unique héritier pour moi soit James Milligan. Soyez tranquille, dit ton père.
Cela sera ainsi, je vous en réponds. Ma première idée, en écoutant ce récit, fut de rentrer pour demander à mon père l'adresse de M. Milligan, afin d'avoir des nouvelles d'Arthur, hein, et de sa mère. Mais je compris presque aussitôt que c'était folie. Ce n'était point un homme qui attendait avec impatience la mort de son neveu qu'il fallait demander des nouvelles de ce neveu. Et puis, d'un autre côté, n'était-il pas imprudent d'avertir M. Milligan qu'on avait entendu? Arthur était vivant, il allait mieux. Pour le moment, il y avait assez de joie pour moi dans cette bonne nouvelle. Hector Malot, volume 2, chapitre 34, Les nuits de Noël. Nous ne parlions plus que d'Arthur, de Madame Milligan et de Monsieur James Milligan. Où était Arthur et sa mère? Où pourrions-nous bien les chercher, les retrouver? Cette visite de Monsieur J. Milligan nous avait, nous avait inspiré une idée. Puisque Monsieur J. Milligan était venu une fois, il était à peu près certain qu'il reviendrait. N'avait-il pas des affaires avec mon père? Et alors, quand il partirait, Mathia, qu'il ne connaissait point, le suivrait. On saurait sa demeure, on ferait causer ses domestiques, et peut-être ces renseignements nous conduiraient-ils auprès d'Arthur. Ce beau plan n'avait pas seulement l'avantage de devoir me faire retrouver Arthur à un moment donné, il en avait encore un autre qui présentement me tirait d'angoisse. Depuis l'aventure de Capi, et depuis la réponse de mère Barberin, Mathia ne cessait de me répéter sur tous les tons « Retournons en France ». Quant à mon éternel, je dois rester. J'ai ajouté pour retrouver Arthur. Mathia n'eut plus rien à répliquer. Il ne pouvait pas prendre parti contre Arthur. Ne fallait-il pas que Madame Milligan connût les dispositions de son beau-frère? Si nous avions dû attendre Monsieur James Milligan en sortant du matin au soir comme nous le faisions depuis notre arrivée à Londres, cela n'eût pas été bien intelligent. Mais le moment approchait où, au lieu d'aller jouer dans les rues pendant la journée, nous irions pendant la nuit, car c'était aux heures du milieu de la nuit qu'ont lieu les concerts de Noël. Alors, restant à la maison pendant le jour, nous arriverions bien sans doute à surprendre l'oncle d'Arthur. « Si tu savais comme j'ai envie que tu retrouves Madame Milligan, me dit un jour Mathia. Et pourquoi donc? Il hésita assez longtemps parce qu'elle a été très bonne pour toi. Puis il ajouta encore, et aussi parce qu'elle te ferait peut-être retrouver tes parents. Et comment cela? J'ai mon idée. Veux-tu la dire, ton idée? Oh non, parce qu'elle serait trop bête si elle était fausse. Il ne faut pas se faire des joies qui ne se réalisent pas. Je n'insistais pas, car moi aussi j'avais une idée bien confuse, bien timide, bien plus bête, me disais-je, que ne pouvait l'être celle de Mathia, mais précisément, par cela même, je n'osais insister pour que mon camarade me dît la sienne. Qu'aurais-je répondu si elle avait été la même que celle qui flottait dans mon esprit? Il n'y avait qu'à attendre, et nous attendîmes. Tout en attendant, nous continuâmes nos courses dans Londres, car nous n'étions pas de ces musiciens privilégiés qui prennent possession d'un quartier. Combien de fois, au moment de faire notre recette, et après avoir joué de notre mieux nos meilleurs morceaux, avions-nous été obligés de déguerpir au plus vite devant quelque formidable Écossais aux jambes nues, qui, par le seul son de sa cornemuse, nous mettait en fuite. Avec son cornet à piston, Mathia aurait bien couvert le bip, mais nous n'étions pas de force contre le piper. De même, nous n'étions pas de force contre les bandes de musiciens nègres qui courent les rues
et que les Anglais appellent des niggers mélodistes. Ces faux nègres qui s'accoutrent grotesquement avec des habits à queue de morue étaient notre terreur, plus encore que les bardes écossais. Aussitôt que nous les voyions arriver, ou simplement quand nous entendions leur banjo, nous nous en allions loin de là, ou bien nous attendions qu'ils eussent fini leur charivari. Un jour que nous étions ainsi leurs spectateurs, je vis un d'entre eux, le plus extravagant, faire des signes à Mathias. Je crus tout d'abord que c'était pour se moquer de nous et amuser le public par quelques scènes grotesques dont nous serions les victimes, lorsque, ma grande surprise, Mathias lui répondit amicalement. « Tu le connais donc ?» lui demandai-je. « C'est Bob, mon ami du cirque Gassot, un des deux clowns dont je t'ai parlé, et celui surtout à qui je dois d'avoir appris ce que je sais d'anglais. »« Tu ne l'avais pas reconnu ? Parbleu, chez Gassot, il se mettait la tête dans la farine et ici il se la met dans le cirage. » Lorsque la représentation des niggers mélodistes fut terminée, Bob vint à nous et, à la façon dont il aborda Mathias, je vis combien mon camarade savait se faire aimer. Mais il fallut bien se séparer de lui pour suivre sa bande. Nous, pour aller dans un quartier où il n'irait pas, et les deux amis remirent au dimanche suivant le plaisir de se raconter ce que chacun avait fait depuis qu'ils étaient séparés. Par amitié pour Mathias, sans doute Bob voulut bien me témoigner de la sympathie, et bientôt nous eûmes un ami qui, par son expérience et ses conseils, nous rendit la vie de Londres beaucoup plus facile qu'elle ne l'avait été pour nous jusqu'à ce moment. Il prit aussi Capi en grande amitié, et souvent il nous disait avec envie que s'il avait un chien comme celui-là, sa fortune serait bien vite faite. Plus d'une fois aussi, il nous proposa de nous associer tous les trois, c'est-à-dire tous les quatre, lui, Mathias, Capi et moi. Mais si je ne voulais pas quitter ma famille pour retourner en France, voir Lise et mes anciens amis, je le voulais bien moins encore pour suivre Bob à travers l'Angleterre. Ce fut ainsi que nous gagnâmes les approches de Noël. Alors nous nous mettions en route tous les soirs, vers 8 ou 9 heures, et nous gagnions les quartiers que nous avions choisis. À mesure que s'écoulent les heures de la nuit, les dernières voitures portant les spectateurs des théâtres passent et une sorte de tranquillité s'établit, succédant peu à peu au tapage assourdissant de la journée. Alors, nous jouons nos airs les plus tendres, les plus doux. Le violon de Mathias pleure, ma harpe gémit, et quand nous nous taisons pendant un moment de repos, le vent nous apporte quelques fragments de musique que d'autres bandes jouent plus loin. Notre concert est fini. Messieurs, mesdames, bonne nuit et gai Noël. Puis nous allons plus loin recommencer un autre concert. Cela doit être charmant d'entendre ainsi de la musique. La nuit dans son lit, quand on est bien enveloppé dans une bonne couverture, sous un chaud édredon. Mais pour nous, dans les rues, il n'y a ni couverture ni édredon. Il faut jouer cependant, bien que les doigts s'engourdissent. Il y a des ciels de coton, où le brouillard nous pénètre de son humidité. Il y a aussi des ciels d'azur et d'or, où la bise du nord nous glace jusqu'aux os. Il n'y a pas de doux et de clément. Ce temps de Noël nous fut cruel, et cependant pas une seule nuit, pendant 3 semaines, nous ne manquâmes de sortir. Et en imagination, tout en courant les rues, pauvres misérables que nous sommes, nous voyions ces douces fêtes de famille, aussi bien dans le manoir aristocratique que dans la chambre du pauvre. Gai Noël pour ceux qui sont aimés. Après la fête de Noël, il fallut sortir dans la journée, et nos chances de voir M. James Milligan diminuèrent beaucoup.
Sans dire ce qui nous préoccupait, Mathias s'était ouvert à son ami Bob et lui avait demandé s'il n'y avait pas des moyens pour trouver l'adresse d'une dame Milligan qui avait un fils paralysé, ou même tout simplement celle de monsieur James Milligan. Mais Bob avait répondu que ce nom de Milligan était porté par un certain nombre de personnes de Londres et un plus grand nombre encore en Angleterre. Nous n'avions pas pensé à cela, mais pour nous, il n'y avait qu'une Madame Milligan, qui était la mère d'Arthur, et qu'un Monsieur James Milligan, qui était l'oncle d'Arthur. Alors Mathia recommença à me dire que nous devions retourner en France, et nos discussions reprirent de plus belle. « J'ai peur, continuait Mathia. Allons-nous-en, tu verras qu'il nous arrivera quelque catastrophe. Allons-nous-en. » Mais bien que les dispositions de ma famille n'eussent pas changé à mon égard, bien que mon grand-père continuât à cracher de mon côté, bien que mon père ne m'adressât que quelques mots de commandement, bien que ma mère n'eût jamais eu un regard pour moi, bien que mes frères fussent inépuisables à inventer de mauvais tours pour me nuire, bien qu'Annie me témoignât son aversion dans toutes les occasions, bien que Kate n'eût d'affection que pour les sucreries que je lui rapportais, je ne pouvais me décider à suivre le conseil de Mathia. Le temps s'écoula lentement, bien lentement, mais enfin les jours s'ajoutèrent aux jours, les semaines aux semaines, et le moment arriva où la famille devait quitter Londres pour parcourir l'Angleterre. Les 2 voitures avaient été repeintes et l'on les avait chargées de toutes les marchandises qu'elles pouvaient contenir et qu'on vendrait pendant la belle saison. Que de choses, et comme il était merveilleux qu'on pût les entasser dans ces voitures. Et quand nous étions là, nous voyions sortir de la cave des ballots qui étaient arrivés cours du Lion Rouge, en ne venant pas directement des magasins. Enfin, les voitures furent remplies. Des chevaux furent achetés, où et comment, je n'en sais rien, mais nous les vîmes arriver, et tout fut prêt pour le départ. Mon père, ayant trouvé que nous gagnions de bonnes journées avec notre violon et notre harpe, décida que nous partirions avec lui, mais que nous resterions musiciens. Nous voilà de nouveau sur les grands chemins, mais cette fois, je ne suis plus libre d'aller où je veux, de faire ce que bon me semble. Nous suivons la famille Driscoll. Cependant, c'est avec un sentiment de délivrance que je quitte Londres. Je ne verrai plus la cour du Lion Rouge et cette trappe qui, malgré ma volonté, attirait mes yeux irrésistiblement. Le jour même de notre départ, je vis comment se faisait la vente de ces marchandises qui avaient coûté si peu cher. Nous étions arrivés dans un gros village et les voitures avaient été rangées sur la grande place où on avait abaissé un des côtés et tout l'étalage s'était présenté à la curiosité des acheteurs. « Voyez les prix, criait mon père. « Vous n'en trouverez nulle part de pareil. Comme je ne paye jamais mes marchandises, cela me permet de les vendre bon marché. Je ne les vends pas, je vous les donne. Voyez les prix, voyez les prix. » J'entendais des gens dire en s'en allant, « Il faut que ce soit là des marchandises volées. » Il le dit lui-même. S'ils avaient jeté les yeux de mon côté, la rougeur de mon front leur aurait appris combien étaient fondées leurs suppositions. Il y avait plusieurs semaines déjà que nous avions quitté Londres et nous étions arrivés dans une ville aux environs de laquelle devaient avoir lieu des courses. En Angleterre, les courses de chevaux sont une fête populaire. Sur la lande ou sur les dunes qui servent d'hippodrome arrivent plusieurs jours à l'avance des saltimbanques, des bohémiens, des marchands ambulants qui tiennent là une sorte de foire. Nous nous étions hâtés pour prendre notre place dans cette foire, comme musiciens, la famille Driscoll comme marchands. De nombreuses tentes étaient dressées et de loin, on apercevait çà et là
des petites colonnes de fumée autour desquelles se pressaient des gens en haillons pittoresques. Comme nous passions devant un de ces feux au-dessus duquel une marmite était suspendue, nous reconnûmes notre ami Bob. Il se montra enchanté de nous voir. Il était venu aux courses avec 2 de ses camarades pour donner des représentations d'exercices de force et d'adresse. Mais les musiciens sur qui il comptait leur avaient manqué de parole. Si nous voulions, nous pouvions leur rendre un grand service. C'était de remplacer ces musiciens. La recette serait partagée entre nous 5. Il y aurait même une part pour Capi. Comme nous étions libres de faire ce que bon nous semblait, à la seule condition de rapporter une bonne recette, j'acceptai. Il fut donc convenu que le lendemain nous viendrions nous mettre à la disposition de Bob et de ses 2 amis. Mais une difficulté se présenta quand je fis part de cet arrangement à mon père. « J'ai besoin de Capi demain, dit-il, vous ne pourrez pas le prendre. » À ce mot, je me sentis mal rassuré. Voulait-on employer Capi à quelque vilaine besogne? Mais mon père dissipa tout de suite mes appréhensions. « Capi a l'oreille fine, dit-il, il entend tout et fait bonne garde. Il nous sera utile pour les voitures, car au milieu de cette confusion de gens, on pourrait bien nous voler. Vous irez donc seul jouer avec Bob et vous viendrez nous rejoindre à l'auberge du Gros Chêne, où nous coucherons, car mon intention est de partir d'ici à la nuit tombante. » Cette auberge du Gros Chêne, où nous avions passé la nuit précédente, était située à une lieue de là, en pleine campagne. La route était droite. Elle n'aurait d'autre ennui pour nous que d'être un peu longue après une journée de fatigue. Le lendemain matin, après avoir été promener Capi, lui avoir donné à manger et l'avoir fait boire pour être bien sûr qu'il ne manquerait de rien, je l'attachai moi-même à l'essieu de la voiture qu'elle devait garder et je partis avec Mathia rejoindre Bob et ses amis. Aussitôt arrivés, nous nous mîmes à jouer, et cela dura sans repos jusqu'après minuit. Je faisais encore un certain tapage avec ma harpe, mais je ne savais plus trop ce que je jouais, et Mathia ne le savait pas mieux que moi. 20 fois Bob avait annoncé que c'était la dernière représentation, et 20 fois nous en avons recommencé une nouvelle. Si nous étions là, nos camarades, qui dépensaient beaucoup plus de force que nous, étaient exténués. Aussi avaient-ils déjà manqué plus d'un de leur tour. À un moment, une grande perche qui servait à leurs exercices tomba sur le bout du pied de Mathia. Je crus qu'il avait le pied écrasé. Heureusement, la blessure n'avait pas cette gravité. Les chairs étaient déchirées, mais les os n'étaient pas brisés. Cependant, Mathia ne pouvait pas marcher. Que faire? Il fut décidé qu'il resterait à coucher dans la voiture de Bob et que moi je gagnerais tout seul l'auberge du Gros Chêne. Ne fallait-il pas que je susse où la famille Driscoll se rendait le lendemain? « Ne t'en vas pas, me répétait Mathia, nous partirons ensemble demain, si tu le peux. Mais ne pars pas ce soir, j'ai peur. »« De quoi? »« Je ne sais pas, j'ai peur pour toi. »« Laisse-moi aller, je te promets de revenir demain. Je vais te laisser ma harpe. Il faudra bien que je revienne la chercher. » Et malgré la peur de Mathia, je me mis en route, n'ayant nullement peur moi-même. De qui, de quoi aurais-je peur? Que pouvait-on demander à un pauvre diable comme moi? Malgré ma fatigue, je marchais vite, et j'arrivai à la fin à l'auberge du Gros Chêne. Mais j'eus beau chercher nos voitures, je ne les trouvai point. En tournant autour de l'auberge, j'aperçus une lumière, et pensant que tout le monde n'était pas couché, je frappai à la porte. L'aubergiste m'ouvrit lui-même et me braqua en plein visage la lueur de sa lanterne. « Vos voitures sont parties, dit-il. Votre père a recommandé que vous le rejoigniez à Lévès sans perdre de temps et en marchant toute la nuit. Bon voyage. » Et il me ferma la porte au nez. Aurais-je su où était Lévès? Je ne pouvais pas m'y rendre en abandonnant Mathia. Je devais donc retourner au champ de course, si fatigué que je fusse. Je me remis en marche et 1 heure et demie
après, je me couchai sur une bonne botte de paille à côté de Mathia, dans la voiture de Bob, et en quelques paroles, je lui racontai ce qui s'était passé, puis je m'endormais, mort de fatigue. Quelques heures de sommeil me rendirent mes forces, et le lendemain matin, je me réveillai prêt à partir pour les Vesses, si toutefois Mathia, qui dormait encore, pouvait me suivre. Sortant de la voiture, je me dirigeai vers Bob occupé à allumer son feu. Je le regardai couché à quatre pattes, essoufflant de toutes ses forces sous la marmite. Lorsqu'il me sembla reconnaître Capi, conduit en laisse par un policeman. Stupéfait, je restai immobile, mais Capi, qui m'avait reconnu, avait donné une forte secousse à la laisse, qui s'était échappée des mains du policeman. Alors, en quelques bonds, il était accouru à moi, et il avait sauté dans mes bras. Le policeman s'approcha. « Ce chien est à vous, n'est-ce pas ?» me demanda-t-il. « Oui. Eh bien, je vous arrête. » Et sa main s'abattit sur mon bras, qu'elle serra fortement. Les bras et les gestes de l'agent de police avaient fait relever Bob. Il s'avança. « Et pourquoi arrêtez-vous ce garçon ?» demanda-t-il. « Un homme et un enfant pénétraient cette nuit dans l'église Saint-Georges par une haute fenêtre et au moyen d'une échelle. Ils avaient avec eux ce chien pour leur donner éveil. Avec lui, j'étais bien sûr de découvrir les voleurs, et j'en tiens un. Où est le père maintenant ?» Je ne sais si cette question s'adressait à Bob ou à moi. Je n'y répondis pas, j'étais anéanti. Et cependant, je comprenais ce qui s'était passé. Ce n'était pas pour garder les voitures que Capi m'avait été demandé. C'était parce que son oreille était fine et qu'il pourrait avertir ceux qui seraient en train de voler dans l'église. Enfin, si les voitures ne s'étaient pas arrêtées dans l'auberge, c'était parce que le vol avait été découvert. Et il fallait prendre la fuite au plus vite. « Expliquez-lui que je ne suis pas coupable, dis-je à Bob, puisque je suis resté avec vous jusqu'à 1 heure du matin. » Bob traduisit mes paroles à l'agent, mais celui-ci ne parut pas convaincu, comme je l'avais espéré, tout au contraire. « C'est à 1h15 qu'on s'est introduit dans l'église, dit-il. J'emmène ce garçon, il s'expliquera devant le magistrat. » Mathias se jeta dans mes bras. « Bon courage, me dit-il. À l'oreille, nous ne t'abandonnerons pas. » Et il m'embrassa. « Retiens, Capi, dis-je en français à Mathia. Mais l'agent me comprit. « Non, non, dit-il. Je garde le chien. Il m'a fait trouver celui-ci, il me fera bien trouver les autres. » La prison où l'on m'enferma était une vraie prison avec une fenêtre grillée, de gros barreaux de fer dont, on l'a vu, seul tuait dans son germe toute idée d'évasion. J'examinais les murailles. Elles avaient près d'1 mètre d'épaisseur. Le sol était dallé avec de larges pierres. La porte était recouverte d'une plaque de tôle. La fenêtre donnait sur une petite cour fermée par un grand mur qui avait au moins 4 mètres de hauteur. Assurément, on ne s'échappait pas de cette prison, même quand on était aidé par des amis dévoués. Que peut le dévouement de l'amitié contre la force des choses? Le dévouement ne perce pas les murs. Ah, comme j'avais été fou de ne pas avoir foi dans les pressentiments de Mathia et dans ses peurs. Le lendemain matin, le geôlier entra dans ma prison, portant une cruche et une cuvette. Il m'engagea à faire ma toilette parce que j'allais bientôt paraître devant le magistrat. J'aurais voulu préparer ma défense et mes réponses, mais j'étais trop affolée. Le geôlier revint et me dit de le suivre. Après avoir traversé plusieurs corridors, nous nous trouvâmes devant une petite porte qu'il ouvrit. Un air chaud me souffla au visage et j'entendis un bourdonnement confus. J'entrai dans la salle du tribunal. Dans une tribune, j'aperçus Bob et ses 2 camarades, l'aubergiste du Gros Chêne, et des gens que je ne connaissais point. Dans une autre, je reconnus le policeman qui m'avait arrêté.
Je compris que cette tribune était celle des témoins. L'enceinte réservée au public était pleine. Au-dessus d'une balustrade, j'aperçus Mathia. Nos yeux se croisèrent et, instantanément, je sentis le courage me relever. Le ministère public prit la parole et, en peu de mots, il avait l'air très pressé. Il exposa l'affaire. Un vol a été commis dans l'église Saint-Georges. Les voleurs, un homme et un enfant, s'étaient introduits dans l'église au moyen d'une échelle et en brisant une fenêtre. Ils avaient avec eux un chien qu'ils avaient amené pour faire bonne garde et les prévenir du danger. Un passant attardé, il était alors 1h15, avait été surpris de voir une faible lumière dans l'église. Aussitôt il avait été réveillé le bedeau. On était revenu en nombre, mais alors le chien avait aboyé, et pendant qu'on ouvrait la porte, les voleurs effrayés s'étaient sauvés par la fenêtre, abandonnant leur chien, qui n'avait pas pu monter à l'échelle. Ce chien, conduit sur le champ de course par l'agent Géry, dont on ne saurait trop louer l'intelligence et le zèle, avait reconnu son maître, qui n'était autre que l'accusé, présent sur ce banc. Quant au second voleur, on était sur sa piste. Après quelques considérations qui démontraient ma culpabilité, le ministère public se tut, et le juge me demanda mon nom, mon âge et ma profession. Je répondis en anglais, puis je demandai la permission de m'expliquer en français. « Ne croyez pas me tromper, me dit sévèrement le juge, je sais le français. » Je fis donc mon récit en français. J'expliquai comment il était en toute impossibilité que je fusse dans l'église à 1h, puisque à 7h j'étais au champ de course, et qu'à 2h30 j'étais à l'auberge du Gros Chêne. « Et où étiez-vous à 1h15 demanda le juge. « En chemin. C'est ce qu'il faut prouver. Vous dites que vous étiez sur la route de l'auberge du Gros Chêne, et l'accusation soutient que vous étiez dans l'église. Je m'efforçai de démontrer que cela ne se pouvait pas, mais je vis que le juge n'était pas convaincu. « Et comment expliquez-vous la présence de votre chien dans l'église » me demanda-t-il. « Je ne l'explique pas, je ne la comprends pas, même pas. Mon chien n'était pas avec moi, je l'avais attaché le matin sous une de nos voitures. Il ne me convenait pas d'en dire davantage, car je ne voulais pas donner des armes contre mon père. En appelant un témoin, c'était le bedeau, puis on entendit les gens qui l'accompagnaient lorsqu'il était entré dans l'église. Mais il n'avait rien vu, si ce n'est la fenêtre ouverte par laquelle les voleurs s'étaient envolés. Enfin, on entendit mes témoins, Bob, ses camarades, l'aubergiste, qui tous donnèrent l'emploi de mon temps. Cependant, un seul point ne fut point éclairci, et il était capital, puisqu'il portait sur l'heure précise à laquelle j'avais quitté le champ de course. Les interrogatoires terminés, le juge déclara que je serais transféré dans la prison du comté pour y attendre que le grand jury décidât si je serais ou non, ou je ne serais pas traduit devant les assises. Les assises. Je m'affaissai sur mon banc. Hélas, que n'avais-je écouté Mathia.